Des 13 667 îles que compte la République d'Indonésie, Bali est sans aucun doute la plus connue. Située à proximité de l'équateur, son relief est marqué par sa chaîne volcanique. Tapissée par le verre de ses rizières en terrasse, qui nourrissent ses 4 millions d'habitants, cette île a toujours fait rêver par sa culture, sa vivacité et sa douceur de vivre. Le premier occidental à accoster l'île est un grand voyageur, puisqu'il se nomme Marco Polo. De retour en Italie, il mentionnera l'île dans son livre des merveilles du monde. Pourtant, se trouvant sur les grandes routes maritimes, elle n'a jamais été vraiment inquiétée par les voiles qui croisaient au large, jusqu'au jour où les épices devinrent un enjeu économique. Venu pour repartir les cales pleines, c'est le navigateur hollandais Van Houtman, en 1597, qui découvre officiellement l'île avec ses hommes. Ils s'entendent si bien avec le roi et les habitants qu'ils remettent plusieurs fois leur départ. Finalement, la moitié de l'équipage se résout à rentrer en Europe pour raconter que là-bas, à l'est de Java, dans un petit paradis, un peuple de paysans qui était aussi une communauté d'artistes vivait pacifiquement dans un cadre enchanteur, en respectant sans contrainte les traditions séculaires venues de l'Inde. Situé au nord-est de l'île, à 1400 mètres d'altitude, le lac Batour, un lac de cratères aux eaux cristallines de 10 km de diamètre, s'étend au pied de 2 volcans, les monts Batour et Abang. Au bord du lac, le petit village de Kédisan possède une architecture traditionnelle typique. Le village balinais est une sorte de communauté religieuse organisée autour de ces temples, dans lequel les rues s'organisent suivant un axe montagne-mer. Chaque maison a un temple dédié au culte des ancêtres, le Merajan. La svastika blanche ornant le sommet du toit laisse apparaître clairement l'influence indienne dans l'île. À Bali, les dieux venus de l'Inde ne sont pas seuls. Volcans, esprits des rivières, des maisons et des morts font l'objet d'offrandes quotidiennes. La religion appelée hindou Bali est en fait un syncrétisme qui mêle à la fois surtout hindouisme et croyances animistes, le tout teinté d'un bouddhisme très ritualiste. Le Meru, du nom de la montagne sacrée en Himalaya, est une tour au nombre d'étages impairs qui s'élève plus la divinité représentée est importante. La pluviométrie importante à Bali donne de nombreuses rivières qui, par un jeu de canaux, alimentent les rizières. Situé au bord de la rivière, Pakrisan Gunung Kawi est un temple construit au XIe siècle près d'Ubud. Il comprend 10 sanctuaires funéraires creusés dans le rocher de la falaise sur une hauteur de 7 mètres appelée Candi. Ces monuments sont supposés être dédiés au roi Anak Wungsu et à ses épouses. Elles sont remarquablement préservées, même si ici, chaleur et humidité contribuent à l'érosion rapide des sculptures. Sur le site, un petit temple a été édifié qui permet également de faire des offrandes. Le culte des ancêtres et des esprits de la nature reste pratiqué à Bali depuis des temps immémoriaux. Les offrandes servent à concilier les esprits, qu'ils soient favorables ou qu'il s'agisse de puissances néfastes ou bienveillantes. La sculpture du bois représente toujours les mêmes scènes depuis des générations. À Bali, l'artiste reproduit plus qu'il ne crée. Le but reste le remplacement ou l'aménagement de nouveaux temples plus que la création originale. Une statue ancienne est remplacée, l'ancien n'a pas de valeur comme en Occident. Tout comme la peinture, la sculpture sur bois a connu toutes sortes de styles excentriques. La bizarrerie des thèmes, des compositions et des poses, souvent dramatiques, prête aux personnages des allures dramatiques. Dans les années 30, la sculpture du bois devint un art à part entière, et non plus seulement un élément décoratif destiné à embellir les temples, les palais et les objets familiers. Comme ici l'oiseau mythique Garuda, oiseau fabuleux de la mythologie hindouiste et bouddhiste, très souvent représenté, est devenu l'emblème de l'Indonésie. Le temple Luhur Batukaru illustre bien l'art de la sculpture balinaise. Perdu au beau milieu de la jungle, il est l'un des 6 principaux sanctuaires de Bali. Il fut fondé au XIe siècle par Mpu Kuturan, un architecte considéré comme un homme saint. Au XVIe siècle, le temple fut pillé et rasé par le roi d'une région avoisinante et sa restauration n'eut lieu qu'en 1959, même si, entre-temps, les restes du temple continuèrent à servir de lieu de culte.
Sur le lac Beratan, orné de son mérou à 11 étages, le temple Ulun Danu Bratan, construit au XVIIe siècle, est dédié à la déesse du lac, Dewi Danu. C'est elle qui possède le rôle de régulatrice de l'écoulement de l'eau pour tous les réseaux d'irrigation du sud-ouest de Bali. Si le temple est si majestueux, c'est sans aucun doute parce qu'il s'avance directement sur les eaux du lac et qu'il est entouré d'un superbe jardin fleuri au cœur duquel se dresse un gigantesque banyan et un stupa bouddhiste. Les Balinais pratiquent un hindouisme réadapté à leurs croyances ancestrales, une sorte de syncrétisme entre tradition animiste, bouddhisme et hindouisme. Il existe une petite minorité bouddhiste et aussi de petites communautés musulmanes, et tout le monde vit en bonne intelligence avec parfois des édifices religieux qui se touchent ou se font face. Les Balinais sont très joueurs, et parmi les traditions persistantes, celle des cruels combats de coqs. Aspect plus sauvage, loin du raffinement des cérémonies et des danses, les Balinais se passionnent pour ces combats, eux qui consacrent une partie de leur temps assis devant leur maison à cajoler leurs coqs. Mais les apparences peuvent s'avérer trompeuses. Autour et dans l'arène de combat, dans la chaleur, la poussière et l'odeur du sang, au milieu des cris et des gesticulations, se joue beaucoup plus que de l'argent. Les hommes s'identifient profondément à leur coq, symbole masculin très fort. C'est aussi une des seules activités publiques dans laquelle la femme n'a pas sa place. Et le combat de coq est à voir en premier lieu comme un sacrifice sanglant offert aux démons pour apaiser leur appétit. On ne peut organiser une grande fête au temple sans avoir monté un combat. Il est un drame sanglant où la haine, la cruauté, la violence et la mort témoignent de l'opposition entre l'homme et la bête, le bien et le mal, la puissance créatrice de la masculinité face à celle destructrice de l'animalité. Parallèlement, il se joue dans les parties sérieuses beaucoup plus qu'un simple gain d'argent. C'est l'estime, l'honneur, la dignité, le respect, en un mot la position sociale qui est en jeu. Le combat de coq n'a pas pour fonction d'apaiser ou d'attiser les tensions sociales, mais il permet de les afficher à la vue de tous. À travers les combats de coq, les Balinais nous racontent une histoire sur eux-mêmes. La chaîne formée par les volcans au nord de l'île accroche les vents chargés d'humidité et provoque des précipitations abondantes qui serviront aux rizières bénéficiant d'une terre volcanique riche. Le relief et l'étroitesse des rizières ne permet qu'une mécanisation sommaire. À Bali, le meilleur moyen de labourer reste l'arère et les plantations se font à la main. Dès l'aube, les hommes partent pour les rizières. Chaque parcelle de rizière, appelée sawa, est irriguée et toutes les terrasses sont maintenues par des digues de terre noire liées les unes aux autres comme un motif sur de la soie verte. Chaque fermier propriétaire d'un ou plusieurs sawas doit faire partie d'une société d'irrigation qui contrôle la distribution de l'eau entre ses membres. Ce qui rend ce système unique au monde, c'est qu'il est organisé en une forme sociale totalement autonome, séparée de l'organisation politique locale. L'eau douce abondante dans l'île explique la richesse des récoltes extraites des rizières. Malgré 2 récoltes de riz par an, Bali n'est pas excédentaire. Elle produit la juste quantité nécessaire pour sa population. Bali vivait principalement de la culture du riz jusqu'au milieu du XXe siècle. Et même si l'activité touristique est prépondérante, l'agriculture reste le secteur qui emploie le plus de main-d'œuvre, notamment dans la culture du riz. Les canards que les paysans emmènent barboter dans les champs de pousses non coupés avalent les insectes, jouant le curieux rôle d'insecticides. À Bali, les rizières en terrasse forment des paysages superbes, emblématiques de l'île. La fertilité de la terre volcanique, la richesse en eau et l'ensoleillement sont autant d'ingrédients qui permettent jusqu'à 3 récoltes par an.
Les récoltes ne sont pas mécanisées et le riz est coupé à la serpe et lié à la main. Les bottes sont ensuite battues pour en récolter les grains qui seront séparés de la paille avec de larges plateaux tressés. La première économie de l'île est devenue depuis une vingtaine d'années celle du tourisme. Les hôtels de luxe se sont développés, comme ici aux environs d'Ubud. Bali est une destination bien connue pour se ressourcer. De nombreux soins sont proposés dans les hôtels, comme ici un soin ayurvédique relaxant, le Shirodhara, du sanskrit shiro, tête, et dara, qui coule. Un filet d'huile de sésame tiède se répand sur le front pendant le massage. Certains choisiront de se laisser guider le matin par un instructeur pour une séance de yoga. À Bali, l'hindouisme est plutôt un syncrétisme qui a intégré le bouddhisme et le culte des ancêtres. Le yoga pratiqué sur l'île, issu de cet héritage indien, fait donc partie intégrante de la culture religieuse. Autre occupation, des cours pour apprendre la cuisine traditionnelle balinaise. Goûtez aux douceurs de la cuisine balinaise. Bebek betutu, nasi goreng, bakmi goreng, lavar, babi guling, autant de plats aux noms exotiques qui font rêver. Et quoi de plus romantique qu'un dîner en tête-à-tête au-dessus des rizières en terrasse? Le tinklik est un instrument à percussion de 11 tubes en bambou, une sorte de xylophone. Les tubes sont suspendus à l'aide de ficelles sur un cadre en bois. La main gauche joue généralement la mélodie et la main droite interprète l'accompagnement. Le tinklik est un instrument du gamelan, l'orchestre traditionnel qui comprend xylophone, gong et tambour. La danse et le théâtre occupent une place importante dans les arts balinais. Ils trouvent leurs origines dans les rituels de trance et les formes d'art dramatique javanais. Il existe une cinquantaine de danses. Le leilong est la plus connue car la plus gracieuse, exécutée par des fillettes de 10 ans.
Autre activité très pratiquée dans l'île, le rafting. Les rivières offrent des descentes pour tous les niveaux. Un moyen d'être en contact avec des paysages superbes tels que des rizières en terrasse, une jungle dense et des cascades qui obligent parfois à mettre pied à terre. C'est aussi un moyen d'apprécier la faune et la flore dans les forêts pluviales de Bali, comme le magnifique martin pêcheur à large bande qui est de plus en plus rare. Dans les rues d'Ubud, le marché des producteurs attire des locaux, mais aussi beaucoup de touristes. Ceux qui viennent en 2 roues ont l'habitude de se garer sous les conseils du gardien du parking. Il prendra soin des motocyclettes et surveillera les casques posés sur les guidons. Ou même vos achats. À Bali, les vols sont très limités. Comme dans la plupart des marchés, et surtout en Asie, il est toujours possible de consommer sur place grâce aux petits marchands aux abords. Le bâtiment qui abrite le marché s'étend sur 2 étages et se déroule toute la journée. À Bali, les fleurs font partie des achats importants car elles serviront aux offrandes quotidiennes. Avec leur panier en bambou sur la tête amorti par une serviette, les portefaix attendent un client. La richesse des fruits et légumes est frappante pour celui qui découvre Bali. Ici, personne ne meurt de faim, la terre est très prolifique. Il règne une propreté et un ordre dans l'agencement des étals qui est étonnant. Le marché balinais a-t-il aussi une fonction sociale comme en Afrique par exemple? Difficile à dire. Mais la société balinaise est très organisée et les rencontres peuvent se faire dans bien des endroits. En face du marché Purisaren se dresse le palais d'Ubud, qui, même s'il est encore habité par des membres de la famille royale, peut se visiter. Entouré d'un jardin luxuriant sur lequel s'ouvrent largement différentes salles d'apparat, un type d'architecture qui laisse entrevoir un mode de vie où l'intérieur et l'extérieur ne sont pas différenciés. L'ameublement à l'occidental de ces pièces terrasses contraste avec les murs de pierre sculptés datant pour la plupart des années 20. Le palais actuel a été reconstruit après le tremblement de terre de 1917. Ici, on peut lire famille royale et invité seulement. Finesse de la statuaire, l'ornement des portes, décoration des plafonds, un havre de paix et de fraîcheur à l'intérieur de la ville surchauffée dans lequel règne une certaine sérénité. Avec son vaste bassin ornemental qui s'étend devant l'enceinte, le temple de Taman Sarasvati, édifié en 1950, est dédié à la déesse de la connaissance et des arts. C'est un lieu idéal pour exposer l'art balinais, comme ici cette exposition de peintures d'artistes locaux. L'école naïve balinaise reproduit inlassablement sur les toiles destinées à l'exportation des scènes de la vie quotidienne. Il s'agit d'œuvres de reproduction et non de création. Dans la langue balinaise, le mot artiste n'existe pas. Chacun, à un moment de la journée, est un artiste.
Cependant, les Balinais subissent depuis le début du siècle l'influence des peintres occidentaux venus s'installer dans l'île et ils font preuve de plus en plus d'imagination. Abandonnant les fresques épiques produites en commun, les peintres prirent pour sujet leur environnement quotidien. Auparavant, la peinture avait une fonction essentiellement religieuse et les toiles exécutées sur du tissu, après l'avoir été sur écorce, n'étaient généralement exposées que lors des cérémonies. Les Balinais vivent quotidiennement avec leurs dieux. Les offrandes ornent les temples en permanence. Pas moins de 20 000 temples, 1 pour 100 Balinais, illustrent bien cette ferveur. Et chaque temple du plus simple au plus prestigieux a son prêtre ou son gardien. Seule enclave hindouiste depuis la chute des empires indianisés, de l'archipel au XVIe siècle, Bali a joué pour cette religion le même rôle conservateur que le Tibet pour l'Inde bouddhique. Dans le temple de Pura Taman Sarasvati à Ubud se préparent les fêtes de Galungan et Kuningan. Demain, c'est la fête de Galungan et Kuningan. C'est comme la fête balinaise religieuse pour la purification. Aujourd'hui, on fait la préparation pour la fête. Chaque 210 jours, à la 11e semaine du cycle, Galungan célèbre la création de l'univers. Les réjouissances sont à leur apogée 10 jours plus tard pour Kulingan, une sorte de Toussaint balinais. Dans les rues, des perches de bambou appelées penjor sont installées pour cette occasion. C'est le jour de la fête de Galungan et Kuningan. Elle attire un grand nombre de gens qui convergent vers le temple avec leur panier à offrandes sur la tête. Prières, incantations, offrandes et actes de dévotion, les Balinais sont croyants dans l'âme. Tout est acte en rapport à une divinité. Et c'est leur religion qui est un élément très important dans la cohésion de leur société. Et l'eau joue un grand rôle dans les cérémonies. Elle symbolise la pureté. La musique est aussi un élément important, et les orchestres de gamelan ponctuent les cérémonies comme autant d'offrandes aux dieux. Au loin, un temple-tour, qui n'est pas sans rappeler les Gopuram du sud de l'Inde.
Dans les cérémonies funéraires, le notable est d'abord brûlé, puis ses serviteurs ou les subalternes. Pour les Balinais, la mort n'est qu'une étape, mais pas une fin. À Bali, tout couple marié appartient à une association de voisinage, le Banjar, qui veille à l'application de l'adat, la loi coutumière régissant la vie privée comme les rites funéraires. Elle a même un rôle fiscal puisqu'elle peut imposer des amendes ou prélever des contributions pour les besoins d'une fête ou d'une construction. Certains Banjar possèdent des camions, d'autres aident à financer une coopérative ou une école. Le Banjar possède un orchestre ou gamelan et des costumes de danse, une cuisine pour la préparation des banquets, un koul-koul, tronc d'arbre évidé sur lequel on tape pour les rassemblements, un temple et une salle de réunion, le Bal Banjar, vaste pavillon ouvert où l'on vient bavarder, participer au gamelan, répéter une danse et bien sûr tenir conseil. Les conseils ont lieu tous les 35 jours et rassemblent tous les chefs de famille. Les Klian, les aînés au nombre de 2 ou 3, sont plus exécuteurs de décisions que détenteurs d'une autorité véritable. Ils tiennent la trésorerie, dirigent les travaux publics, conduisent les discussions du conseil, mais ne sauraient prétendre gouverner. Denpasar, la capitale de la province indonésienne de Bali depuis 1958 et par conséquent de l'île, compte environ 500 000 habitants et un peu plus de 700 000 en comptant les petites communes environnantes. La circulation assez importante oblige à faire la plupart des trajets à pied pour éviter les embouteillages. Malgré sa récente urbanisation un peu anarchique, plus authentique que les villes environnantes, les touristes n'y passent que quelques heures mais n'y séjournent pas. La ville a subi des influences chinoises que l'on retrouve encore dans certaines architectures du centre-ville, comme également plusieurs vestiges de l'époque coloniale hollandaise. Loin d'être une station balnéaire, Denpasar regorge surtout des choses à voir, entre autres des musées, des marchés riches en odeurs et en couleurs, et quelques temples. Le marché de nuit, c'est aussi un lieu de rencontre dans lequel s'activent les portefaix avec leurs paniers de bambou tressés portés sur la tête. Mais à Bali, ce n'est pas seulement le riz qui est cultivé. Ici, au marché nocturne de Denpasar, à la fraîcheur du soir, les étals débordent. Arachides, noix de coco, fleurs et épices seront revendus à des commerçants chinois pour être exportés. On trouve plus de 40 sortes de fruits. Les cultures maraîchères se développent sous le regard bienveillant de la divinité tutélaire entourée de ses offrandes. Les divinités bonnes sont vénérées, mais aussi les mauvaises, car il ne faut pas s'attirer leur courroux.
Jimbaran, avec son immense plage et son village des pêcheurs, avec ses bateaux multicolores, est une place importante dans l'île pour le commerce du poisson. Le gros des poissons est transporté dans les camions frigorifiques où il sera vendu sur l'île. Le reste ira au marché de Jimbaran qui borde la plage et une petite partie se vendra aux abords, une sorte de marché informel réservé aux locaux. Les balinais n'ont jamais été de grands marins. En dehors de la pêche, ils n'ont pas cherché à conquérir les îles avoisinantes, même si l'histoire de Bali comporte des invasions sur la proche île de Java. Leurs embarcations à la voile triangulaire, appelées praou, sont reconnaissables par leurs proues sculptées en poisson-éléphant et par leurs balanciers. Les pains de glace sont chargés avant le départ, puis les embarcations légères sont mises à l'eau. C'est le départ pour les pêcheurs. Le marché aux poissons de Jimbaran offre une grande variété d'espèces, comme ici des espadons, du thon, de la bonite, des poulpes, des rougets. Les eaux balinaises sont riches et heureusement préservées des pollutions. Après la pesée, les espadons sont recouverts de glace avant d'être chargés dans des camions frigorifiques. Les étals du marché montrent la grande diversité de poissons et de crustacés qui se pêchent dans les eaux balinaises. 90% de la pêche ici est artisanale. Très peu vont en haute mer. La découpe des filets d'un mahi-mahi est tout un art. Parfois, dans une journée, on peut vendre 100 à 200 kilos. Et on ne vend qu'au kilo. Tout le monde aime le mahi-mahi, parce que le mahi-mahi, c'est très bon. Mais la principale activité de Bali, avec ses plages de sable et ses eaux chaudes, aujourd'hui, c'est le tourisme. Sur la presqu'île de Bukit, les hôtels surplombent le spot de surf le plus connu d'Indonésie, Uluwatu.
La plage de Sémignac, plus touristique, offre aussi de belles vagues pour les surfeurs. La plage de Kuta se laisse entrevoir dans le fond, c'est l'endroit le plus touristique de l'île et le plus surpeuplé. Avec une mer plus calme, les plages de Nusa Dua sont bordées par de très nombreux hôtels. L'intérieur de ces hôtels offre des patios ombragés et des bassins qui permettent de trouver un peu de fraîcheur et de se reposer au calme. Les nombreux restaurants de bord de mer, conçus pour accueillir une clientèle internationale exigeante, permettent de goûter à toutes les cuisines du monde et de contempler les magnifiques couchers de soleil le soir à l'heure du dîner. Plus on va vers l'ouest et plus l'on s'éloigne de Kuta, plus les plages deviennent désertes. Construit au XVIe siècle sur les conseils du prêtre Nirartha pour rendre hommage aux esprits gardiens de la mer, le Puratana Lot, le temple de la terre et de la mer, surplombe une petite île rocheuse arrachée à la côte par l'érosion marine et cerclée par l'océan à chaque marée. Il s'élève fièrement au sud-ouest de l'île, toujours envahi par des hordes de touristes, notamment en fin de journée, lorsque le soleil descend à l'horizon et illumine le site d'une chaude lumière dorée. À la base de cet énorme rocher furent découverts d'impressionnants serpents de mer venimeux, que les locaux considèrent toujours comme des protecteurs capables d'éloigner les esprits malins et les envahisseurs. La légende voudrait qu'un dirigeant religieux eût été jaloux de la popularité de Nirartha, auquel il demanda de quitter l'île. Le puissant prêtre s'exécuta, déplaçant au milieu de l'océan le rocher sur lequel il méditait et changeant son écharpe en serpent sacré. Le Tanalot commémore donc ce miracle. Conçu par le grand champion australien Greg Norman, le Nirvana Bali Golf Club est un chef-d'œuvre visuel, offrant une vue spectaculaire sur l'océan et les paysages balinais luxuriants. Il est l'un des parcours les plus photographiés au monde, en particulier son trou numéro 7 qui donne sur le fameux temple de Tanalot.
Maintenant, nous sommes devant le trou numéro 7. C'est un trou signature avec en arrière-plan le temple Tana. C'est le fameux temple connu dans le monde. C'est un par 3. Le parcours est un link de classe internationale qui offre un défi spectaculaire et une expérience unique au monde, très appréciée par les bons golfeurs. Bali, avec ses paysages incroyables, ses plages immenses, ses habitants souriants, respectueux de leurs coutumes, dévoués à leurs offrandes quotidiennes, ne laisse aucun visiteur indifférent. Comme toutes les îles du monde, la pêche a une importance capitale pour ses habitants. L'Indonésie est d'ailleurs le 3e principal pays producteur de poissons, après la Chine et l'Inde. Sa flotte est très importante et la pêche représente une grande part des revenus de l'île. Un peuple naturellement tourné vers la mer, avec ses embarcations traditionnelles balinaises multicolores, richement décorées, les yukung, aujourd'hui motorisées. Avec ses marchés colorés où le sourire naturel est de mise, ses temples, ses cérémonies dédiées aux nombreuses divinités, l'art de la sculpture, la musique, comment ne pas penser que chaque Balinais est un artiste à sa manière. À Bali, chaque temple semble surmonter l'usure du temps. Mais ceci est dû aux soins que les Balinais leur apportent quotidiennement. Chaque panneau, chaque porte, chaque statue est soigneusement repeinte ou restaurée. Le vieux doit rester neuf. Les offrandes doivent rester fraîches. Le peuple balinais est un peuple attentionné par nature. Combien de temps encore la simple évocation du mot Bali provoquera en nous une image de paradis terrestre? Avec son insouciance, ce peuple sait que la vie qu'il chérit n'est qu'un commencement et la mort, une porte lumineuse ouverte à tous.